Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, mesdames les secrétaires perpétuels de l'Académie des Sciences, mesdames, messieurs, je voudrais moi aussi rendre un hommage à notre confrère Kahn qui a disparu et qui avait suscité cette réunion, et aussi à Claude Debru qui anime la section d'histoire et de philosophie des sciences avec beaucoup d'imagination et de rigueur en même temps. Je voudrais aussi dire deux choses en introduction. Premièrement, j'ai associé le nom de Daniel Benquin à ma conférence parce que Daniel Benquin, qui est un mathématicien, est associé à toutes les recherches et les résultats que je vais vous montrer, et je pensais qu'il était tout à fait naturel que j'associe son nom à ma présentation. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu déjà il y a quelques années le privilège d'organiser avec Roland Recht, qui avait la chaire d'histoire de l'art au Collège de France, une conférence sur les espaces de l'homme, et je vous remercie, Étienne Guise, d'avoir mentionné ce qui va être aussi le thème de mon exposé, à savoir la multiplicité des espaces. En effet, lorsqu'on essaye de comprendre à la fois l'histoire de la compréhension du traitement de l'espace par le cerveau, eh bien, on est en face d'un problème qui, dans le cerveau, se pose à différentes échelles de dimension et de complexité, depuis les espaces des gènes, des neurones, le connectome aujourd'hui, le sens, la perception, les espaces d'action, la mémoire des trajets, les lieux, l'écoumène, l'architecture, y compris d'ailleurs la magnifique architecture de l'Opéra de Pékin qu'a conçu et réalisé Paul Andreu, qui va parler après moi. Un autre problème vient du fait que le cerveau ne reçoit pas les informations passivement, il impose au monde ses interprétations. Nos amis psychologues de Ames avaient déjà, il y a presque 100 ans, construit une salle trapézoïdale comme celle-ci. Et si on regardait à l'intérieur de cette salle par un petit trou, eh bien voilà ce qu'on percevait. On percevait une salle cubique. Et deux jeunes filles ayant objectivement la même taille étaient perçues par un observateur comme étant des tailles différentes. En effet, notre cerveau impose au monde ses interprétations. Par exemple, il aime la symétrie. Et on doit donc considérer le problème du traitement de l'espace non pas seulement comme un traitement d'informations qu'il reçoit, mais aussi une projection de méthodes, d'analyse qui sont à la fois l'objet de nos recherches et des interactions avec mathématiciens, neurologues, etc. L'idée d'une participation... Alors je remercie vraiment Étienne Guise de son introduction. Il a fait une introduction merveilleuse pour un physiologiste que je suis, puisqu'il a parlé des sens. Et l'idée d'une participation des sens à une protogéométrie a déjà été défendue par William James, qui écrivait « L'étendue concrète et qualitative que présentent plus ou moins accusées toutes nos sensations constitue la sensation primitive d'espace, et c'est de cette sensation qu'un travail incessant d'élimination et de sélection dégagera à la longue toutes nos connaissances et représentations ultérieures de l'espace. » Et aussi, bien sûr, comme vous l'avez déjà mentionné, Poincaré et Einstein avaient déjà insisté sur le rôle fondateur de l'action et de l'expérience sensible dans la construction de la notion d'espace. Henri Poincaré écrivait « Localiser un objet dans l'espace, c'est simplement se représenter les mouvements qui seraient nécessaires pour l'atteindre. Ce n'est pas une question de se représenter les mouvements eux-mêmes, mais simplement les sensations musculaires qui les accompagnent. Quel plaisir pour un physiologiste. Nous n'aurions pas pu construire l'espace si nous avions un instrument pour le mesurer. Eh bien, cet instrument auquel nous rapportons tout, celui dont nous nous servons instinctivement, c'est notre propre corps, comme vous l'avez dit. C'est notre propre corps qui nous sert de système d'axes de coordonnées. Et Einstein a écrit « Poincaré a raison, l'erreur fatale qu'une nécessité mentale précédant toute expérience est à la base de la géométrie euclidienne et due au fait que la base empirique sur laquelle repose la construction axiomatique de la géométrie euclidienne fut oubliée. La géométrie doit être considérée comme une science physique dont l'utilité doit être jugée par sa relation avec l'expérience sensible. » Quel défi pour une coopération entre physiologistes et mathématiciens en particulier. Et je ne peux, dans ces quelques minutes, que vous donner deux ou trois exemples. Et comme vous l'avez dit, Madame la secrétaire perpétuelle, tout à l'heure, nous ne pouvons donner aujourd'hui que quelques images de tout ça. Je vais vous en donner. D'abord, je voudrais vous parler d'un sens qu'on continue à ignorer, puisqu'on continue à parler des 5 sens, et on oublie, comme vous le savez, partout, dans toutes les expositions, et dans les musées, et dans les livres, la proprioception musculaire et articulaire, et les systèmes vestibulaires dans l'oreille interne.
c'est-à-dire les sens fondamentaux de la construction de notre corps et du mouvement dont parlait Poincaré. Les capteurs vestibulaires de l'oreille interne, c'est un référentiel 3D fondamental. Leur anatomie a été décrite par Scarpa en Italie, leur fonction découverte par Pierre Flourens, qui fut membre de l'Académie, et Henri Poincaré s'est intéressé aux capteurs vestibulaires. Il mesure le changement, il y a des textes merveilleux de Poincaré. Il pense aussi qu'il joue sans doute un rôle dans ce qu'il nomme la compensation que vous avez, mon cher confrère, tout à l'heure mentionné. Oui, Pierre-Étienne, voilà, on peut s'asseoir là. Et Poincaré cite cette phrase merveilleuse « Les souris japonaises n'ont que 2 canaux semi-circulaires, elles ne perçoivent l'espace qu'à 2 dimensions ». C'est vrai ou c'est faux, on pourrait en discuter. Quelques mots donc sur ces capteurs, ce référentiel fondamental. Nous avons 3 canaux semi-circulaires situés dans 3 plans perpendiculaires, un horizontal et 2 verticaux, qui ne sont pas dans les plans de Léonard de Vinci, mais à 45 degrés par rapport au plan sagittal du corps, qui mesurent les accélérations angulaires de la tête. Et les otolithes, qui sont dans une cavité remplie d'endolymphe, des cristaux qui sont suspendus dans cet liquide visqueux et qui, lorsque nous avons une accélération, se déplacent et vont animer des cellules sensorielles qui font détecter le mouvement. Et les canaux semi-circulaires et les otolithes sont responsables, bien sûr, de la stabilisation visuelle, de l'équilibre, mais je vous dirai un mot tout à l'heure sur le fait qu'ils sont aussi responsables de la construction de nous-mêmes, de notre référentiel. Et les otolithes sont des inclinomètres, puisque, comme l'avait dit Einstein, ce type de capteur inertiel ne peut pas distinguer une accélération d'une inclinaison par rapport à la gravité. Ce système est donc un système absolument remarquable et fondamental. Ce qui est aussi tout à fait remarquable, c'est que c'est dans le plan des canaux semi-circulaires que sont situés les plans d'action des muscles extraoculaires chez toutes les espèces, et ces plans ont migré d'ailleurs au cours de l'évolution. Et c'est aussi dans ces 3 plans des canaux semi-circulaires que sont situés, pardonnez le jargon, les vecteurs propres au sens mathématique des 32 muscles que nous avons dans le cou, c'est-à-dire de cet espace extrêmement complexe des muscles du cou. Il y a donc un principe simplificateur qui correspond à ce que j'ai appelé dans d'autres circonstances la simplexité. Et il y a bien là un référentiel fondamental de nos mouvements, mais aussi de notre perception. Et mes amis Linas et Pelionitz ont, il y a quelques années maintenant, proposé aussi que le cervelet dans notre cerveau serve de transition entre le codage covariant, c'est-à-dire selon les perpendiculaires qu'ils ont proposés du système vestibulaire, et par exemple le codage appelé par les géomètres contravariant, c'est-à-dire selon les lois du parallélogramme, l'exercice des forces le long des muscles, qui est dans les muscles du cou. Et ils ont proposé que la théorie des tenseurs pouvait être implémentée dans ces structures. Donc vous voyez une discussion déjà il y a de nombreuses années sur l'utilisation des mathématiques pour expliquer le rôle de ce système de référence. Et puis, bien sûr, une multiplication de modèles. Par exemple, Jean Laurence et Jacques Drolez, qui a travaillé dans notre laboratoire au CNRS et au Collège de France pendant des années, un modèle bayésien de la perception vestibulaire, du mouvement. L'avantage des modèles bayésiens, comme vous le savez, c'est de mettre en relation l'expérience passée avec des probabilités et donc de réinscrire ces modèles dans un cadre probabiliste. Donc un foisonnement, comme vous le voyez, de modélisation des fonctions de ce référentiel. Et puis, il y a un autre concept, pardonnez, c'est important, c'est la relation avec la vision que Étienne Gis a tout à l'heure mentionné. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que l'information vestibulaire est complétée par l'information visuelle sur le mouvement par ce qu'on appelle le système optique accessoire. Alors, vous savez, le système optique, on appelle accessoire un peu comme le pont neuf, c'est-à-dire qu'on a parlé de ce système optique accessoire parce que pendant longtemps, les anatomistes ne savaient pas à quoi il servait, mais en réalité, ce sont des noyaux situés près du colliculus supérieur dans nos cerveaux qui codent le mouvement visuel dans 3 plans qui sont exactement les plans des canaux semi-circulaires. C'est-à-dire qu'en plus du traitement par le cortex du mouvement visuel, nous avons un système de mesure de notre mouvement, qui d'ailleurs est très développé chez
animaux, les pigeons, etc., et qui codent notre mouvement dans l'espace dans le même plan que les canaux semi-circulaires. C'est aussi une invention extraordinaire de l'évolution qui permet de simplifier la mise en correspondance de la géométrie, de l'analyse par la vision de nos mouvements complexes et l'analyse par ces capteurs inertiels. Encore un principe simplificateur. Et puis, il y a encore un dernier point que je mentionne, et pardonnez la complexité de cette diapositive qu'il est évidemment impossible d'analyser, comme d'ailleurs plusieurs de mes diapositives, mais vous savez, c'est le défaut de certains physiologistes, en tout cas mes défauts. Il y a déjà une vingtaine d'années que nos amis à MIT avaient fait des modèles dans lesquels ils avaient modélisé les propriétés des capteurs, les canaux semi-circulaires, canaux otolithes et la vision dans la coopération que font ces deux systèmes dans la mesure du mouvement. Mais ils avaient aussi tenu compte de données qui suggèrent qu'en réalité, nous avons dans le cerveau des modèles internes des propriétés dynamiques de ces capteurs. Autrement dit, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'exemple des chambres de Ames, le cerveau ne se contente pas de simplement analyser les informations vestibulaires, il a des modèles internes, ce sont en fait des réseaux de neurones qui modélisent les propriétés de nos muscles, de nos corps, de notre corps et des capteurs. Et ce que fait le cerveau, c'est en fait de comparer des prédictions qui sont faites dans ces modèles avec ce qui arrive. On ne peut pas être champion de ski, être champion de surf, si on passe son temps, si on essaye simplement d'analyser les informations, c'est trop long. Ce que font les grands champions qui font ces mouvements extraordinaires, c'est simplement comparer la prédiction qui est faite dans ces modèles internes de simulation du mouvement avec ce que donnent nos capteurs. Par conséquent, si l'on veut vraiment regarder le problème du traitement de l'espace dans le cerveau, il faut tenir compte aussi de cette remarquable propriété dont nous a doté l'évolution. Alors, à propos d'évolution, il se trouve qu'un jour, ici, à l'Académie, j'ai eu la chance de discuter avec notre confrère Philippe Taquet, qui avait fait un magnifique exposé sur les dinosaures. Et je suis allé le voir en lui disant, c'est pour vous montrer un peu à quoi sert une académie, c'est merveilleux, peut-être qu'en plus d'avoir des ailes, d'avoir peut-être un squelette un peu plus léger, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles certains dinosaures sont devenus des oiseaux, puisqu'une partie des oiseaux viennent des dinosaures, est due au fait qu'ils ont développé un système vestibulaire qui leur permet de s'affranchir du sol et d'avoir une capacité de faire une mesure tridimensionnelle, puisque c'est le thème de notre rencontre aujourd'hui, et de voler, et donc de mesurer avec une grande précision les mouvements tridimensionnels dans l'espace. Et en effet, nous avons commencé, et nous continuons, une collaboration remarquable avec l'équipe du Muséum, avec Ronan Alain, l'étudiant Romain David qui est en Allemagne, Jacques Droulez, notre confrère Philippe Janvier et Taquet du Muséum, coopération interdisciplinaire, neurosciences, paléontologie et mathématiques, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et si vous regardez ici, vous verrez les soi-disant canaux semi-circulaires des crocodiles, et vous voyez que ces canaux semi-circulaires sont triangulaires. En effet, un crocodile, il n'a pas besoin d'aller très haut, il se contente d'être dans l'eau et puis éventuellement, pof, l'attraper, mais il doit aller très vite. Et par conséquent, il y a effectivement une évolution tout à fait remarquable de ce système jusqu'aux oiseaux. Et le défi que ce groupe interdisciplinaire a eu à relever, ça a été de modéliser les canaux semi-circulaires, y compris de dinosaures. Et Romain David et toute l'équipe du Muséum nous a aidés à faire des scans. Même Romain est allé au synchrotron pour aller regarder vraiment l'intérieur des canaux et faire des modélisations approfondies avec des modèles mathématiques des propriétés de ces capteurs pour démontrer, pour essayer en tout cas, c'est en cours, essayer de démontrer qu'au cours de l'évolution, ces capteurs avaient eu non seulement une géométrie qui a évolué, mais aussi des propriétés de sensibilité à la mesure des accélérations qui ont évolué. Et vous voyez là une très très jolie image qui vient du travail qui vient d'être publié dans Nature par Romain David et aussi le laboratoire de Spoor au Max Planck à Leipzig. Et ils ont élaboré, avec Daniel Bacon d'ailleurs,
un modèle mathématique que je n'ai pas le temps de vous proposer, et d'ailleurs j'en serais bien incapable, car il s'agit de mathématiques que je ne peux pas comprendre. C'est ça qui est de merveilleux dans notre coopération, c'est qu'on arrive à travailler ensemble sans forcément avoir l'impression de se comprendre. Un autre mystère de ces capteurs ne vient pas seulement des coins circulaires, mais aussi des otolithes. Tout le monde utilise aujourd'hui des modèles, des otolithes, comme si c'était des capteurs inertiels. Le sacule mesurant les mouvements verticaux, accélérométre et l'utricule, qui est situé comme ça, dans l'oreille, mesurant les accélérations horizontales. Eh bien, quand on regarde l'anatomie de ces deux capteurs, voilà ce qu'on voit. On voit en fait des capteurs dont la géométrie est courbe, ce sont des cupules, regardez le sacule, c'est vraiment bizarre, avec une zone qui s'appelle la striola, où sont concentrées les cellules sensorielles, qui sont principalement les cellules qui ont des propriétés dynamiques et qui vont permettre cette mesure rapide du mouvement. Donc voilà le modèle classique, disons, et voilà la réalité. Et donc on s'est demandé qu'est-ce que c'était que cette réalité, d'autant plus qu'au cours de l'évolution, comme vous le voyez ici, sur le pigeon et chez un certain nombre d'animaux, ces deux capteurs ont réellement des géométries tout à fait incroyables qui n'ont rien à voir avec les MEMS ou avec les accélérateurs linéaires qui sont faits par l'industrie actuellement. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'il y avait un secret là-dedans, un mystère qui donnait des propriétés beaucoup plus élaborées que celles qu'on pouvait imaginer. Et donc Daniel, avec une équipe, et dans le cadre d'un programme d'ailleurs des réalisations d'une prothèse vestibulaire pour les patients ayant des troubles vestibulaires, Daniel Benquin a réalisé un modèle dans lequel il a proposé une théorie qui, pardonnez la trivialité de mon propos, assimile l'ensemble du capteur sacule et utricule à ce que vous voyez ici. Réfléchissez à une balle de tennis. Sur une balle de tennis, il y a une couture. Eh bien, la théorie de Daniel, c'est qu'en réalité, la vraie striola de ce capteur est une striola virtuelle, et les deux capteurs ici ne sont que la projection, en fait, la projection de ce capteur virtuel tridimensionnel. Ceci est tout à fait étonnant parce que, si c'est vrai, ça montre à quel point l'évolution a été parcimonieuse et a réussi à réaliser, avec des moyens relativement simples, des calculs extraordinairement élégants, d'autant plus que le modèle prédit que l'ensemble de ces deux capteurs détecte directement l'accélération 3D de l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décomposition a priori, mais il y a directement détection de l'accélération et même de sa dérivée ou même de plusieurs dérivées. Donc vous voyez à quel point on peut aussi aujourd'hui peut-être essayer timidement, modestement, de regarder ce dont l'évolution nous a donné et ce qui a été une des intuitions, je crois, de Poincaré quand il a donné au système vestibulaire un rôle important. Alors, très rapidement, quelques données récentes sur l'importance de tout cela pour la marche. Nous savons maintenant que la marche, ce n'est pas du tout contrôlé chez l'adulte à partir des pieds sur la tête. L'évolution, et nous faisons, nous, quand nous passons de l'enfance à l'adulte, nous faisons une révolution galiléenne. Lorsque nous courons, nous montons un escalier, nous courons, ou nous faisons du surf ou du ski, la tête est parfaitement stabilisée en rotation. Autrement dit, la tête est une centrale inertielle de guidage à partir de laquelle les centaines de degrés de liberté des muscles et des membres que nous devons contrôler, de la géométrie si complexe, est contrôlée. Et ceci nous permet de nous affranchir du sol, de faire des sauts en trampoline. Et aujourd'hui, nous avons réussi à convaincre nos amis les roboticiens de mettre la centrale inertielle des robots humanoïdes, non pas seulement dans le tronc, comme ils le faisaient jusqu'à présent, car ils contrôlaient les mouvements de ces humanoïdes à partir des pieds, par le Zero Moment Point, le centre de gravité, mais dans la tête, et c'est avec Aldébaran, par exemple, que nous avons coopéré depuis des années avec nos amis japonais, et plus récemment avec Jean-Paul Lomont, roboticien, nous avons aussi fait un travail ensemble pour montrer que si on crée un robot virtuel sans tête, qu'on le fait marcher sur une pente, il va tomber en 2 ou 3 pas, et s'il a un système tête-cou, inertiel, etc., il va éventuellement tomber en 1 million de pas. Et tout ça est évidemment publié et pourra vous intéresser peut-être. Alors ce qui est aussi un des objets des neurosciences modernes, et qui avait aussi été d'ailleurs prédit,
dans l'histoire par un grand neurologue, c'est que les informations vestibulaires ne se contentent pas d'être là pour stabiliser le corps, elles sont aussi le référentiel de tout le traitement par notre cerveau des espaces de navigation et même du soi. En effet, Penfield avait déjà dit, le grand neurologue canadien, avait déjà dit chez des patients épileptiques qu'une zone du cortex, le cortex temporopariétal, codé, était impliquée dans ce qui est écrit ici, Awareness of Body Scheme, la conscience du corps, en anglais il y a Awareness et Consciousness, and Spatial Relationships, c'est-à-dire et les relations avec l'espace. Et en effet, nous avons avec nos amis neurologues à Grenoble, Philippe Cahanet, et avec Jean-Philippe Lachaud, chez des patients épileptiques ayant des électrodes profondes qui sont là pour explorer leur foyer épileptique avant les opérations, nous avons pu retrouver qu'effectivement, c'est bien dans cette zone du cerveau qui est le cortex, qui est la station la plus élevée du cortex vestibulaire, qui est reconstruit ce que les neurologues appellent un schéma corporel, un corps dans toutes ses dimensions, et les relations avec l'espace. Et le neurologue Olaf Blanke à Lausanne a fait depuis des travaux remarquables qui montrent que c'est bien toute cette zone ici qui est impliquée non seulement dans la reconstruction de notre corps, mais aussi dans les phénomènes de sortie du corps, autoscopie et autoscopie, etc., bien connus en neurologie. Donc il y a bien dans la fonction de ce système un rôle important dans la construction de ces espaces complexes. Je voudrais dire quelques mots maintenant, je crois que ça va, pour enlever du temps, sur une autre structure, car il n'y a pas que le cortex visuel, il n'y a pas le cortex vestibulaire, dans lequel se produit un phénomène tout à fait intéressant, c'est le colliculus supérieur. En effet, on parle beaucoup du cortex visuel, mais nous avons dans le cerveau une structure qui est une véritable rétine à l'intérieur du cerveau, sur laquelle se projette la rétine et qui contrôle le mouvement des yeux, le mouvement du corps et les fameuses parades dont parlait Poincaré, justement. Eh bien, ce que nous savons maintenant, c'est que, alors que sur la rétine, l'espace est codé dans cet espace sphérique, sur le colliculus, l'espace est codé dans des coordonnées logarithmiques. Et nous nous sommes demandé, avec toute une série de collègues mathématiciens, au fil des années, pourquoi il y avait cette transformation géométrique de l'espace dans le colliculus. Et par ces coopérations, nous avons pu avoir la suggestion encore, en matière scientifique, il n'y avait jamais rien de définitif, qu'en réalité, ce type de codage était intéressant parce qu'il préparait déjà le codage pour faire face au contrôle des muscles, des yeux et aux multiples référentiels dans lesquels les membres se déplacent. Autrement dit, voilà une transformation géométrique qui permet déjà de préparer les signaux pour ensuite être implémentés dans des systèmes dont les géométries mécaniques sont complexes. Alors, encore un troisième exemple de cette extraordinaire variété des questions de la géométrie et des défis que nous rencontrons. Poincaré avait dit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la géométrie euclidienne est-elle vraie? Non, elle n'a aucun sens. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre, elle peut simplement être plus commode. Et effectivement, au cours de l'évolution, se sont développés toute une série de principes simplificateurs que moi j'ai appelés simplex. Et je vous en donne rapidement un exemple en ce qui concerne les mouvements 3D. Si je fais une ellipse avec ma main devant vous, maintenant, comme ça, eh bien, nos amis italiens avaient démontré il y a déjà quelques années que lorsque mon doigt se déplace dans l'espace, il y a une relation linéaire très extraordinaire entre la vitesse tangentielle et le rayon de courbure. C'est-à-dire que je vais vite quand la courbure est faible et je vais lentement quand je ralentis dans le virage, disons pour être simple. Et cette loi est vraie pour tous les mouvements naturels. C'est-à-dire que ce soit des mouvements, nous l'avons montré au laboratoire de la main, mais aussi pour les mouvements locomoteurs, si on se déplace dans un gymnase. C'est une loi sur laquelle on discute beaucoup pour savoir si ce sont des principes d'optimisation d'énergie, etc. Et nous avons avec Tamar Flasch, qui est une mathématicienne et qui est d'ailleurs ici à Paris, de l'Institut Weizmann, qui est d'ailleurs à Paris en ce moment à l'Institut d'études avancées, nous avons généralisé cette loi à... oui, merci.
cette loi a des mouvements tridimensionnels avec une équation qui, comme vous voyez, n'est pas très compliquée qui intègre la torsion. Donc il y a des lois, l'évolution devant la complexité de ces questions de géométrie a découvert des lois simplificatrices qui nous permettent d'aller vite et d'être efficaces et sans doute d'économiser les neurones. Et puis je terminerai cet exposé en changeant d'échelle, puisque j'ai annoncé tout à fait au début que ce problème pour nous était un problème extraordinairement complexe, qui sont les espaces de navigation. Ah non, avant, pardon. Oui. Parce que j'ai la diapo qui suit ici. Et nous sommes allés un petit peu plus loin, grâce à une coopération encore avec Daniel Benquin et Tamar Flash, pour essayer de comprendre si, comme l'avait prédit Poincaré, et aussi d'ailleurs Jan Kendrick, si le cerveau n'utilise pas plusieurs géométries. Et en mettant ensemble nos données expérimentales sur la marche, sur le dessin avec la main, de formes diverses, vous voyez, on demande aux gens de dessiner des formes diverses, ou bien en faisant marcher des gens dans un espace, en mesurant leurs mouvements, nous avons pu, et quand je dis nous, il s'agit bien sûr de nos amis mathématiciens, montrer que les meilleurs modèles qui représentent les trajectoires sont des modèles dans lesquels doivent être combinées au moins 3 géométries euclidiennes, affines et équiaffines, et ces couleurs ici montrent pour chacune de ces géométries les fluctuations de la contribution. Et si vous avez des questions de mathématiques, Daniel Benquin est là et il sera très heureux de répondre à vos questions. Dernière échelle, les espaces de navigation. En effet, nous nous déplaçons dans l'espace, vous allez repartir de l'académie tout à l'heure, rejoindre votre domicile, et les neurologues nous ont appris il y a très longtemps que nous avons des réseaux différents dans notre cerveau pour l'espace de préhension, l'espace proche et l'espace distant, c'est-à-dire l'espace de votre voisin, l'espace de l'académie ou l'espace pour aller à la Tour Eiffel. Et effectivement, si on demande à un sujet de pointer avec un laser dans l'IRM à 70 cm ou à 2 mètres, ce ne sont pas les mêmes réseaux. Ceci est important même pour les relations sociales, et nous travaillons aussi beaucoup sur ces questions, évidemment, sur les questions de déficit en psychiatrie. Nous avons aussi dans notre cerveau des capacités de changer les référentiels. Vous pouvez vous rappeler votre chemin de l'entrée de l'Institut ici en vous rappelant les mouvements que vous avez faits, voire Poincaré, en utilisant un codage topo-kinesthésique, la séquence des mouvements, des épisodes, mémoire épisodique, mais vous pouvez avoir une carte de l'académie, en tout cas en 2D. Je vais parler du 3D dans un instant. Et c'est donc une autre stratégie, je ne sais pas pourquoi ça saute tout seul, mais vous pouvez aussi prendre ici dans cette salle quelqu'un d'autre comme référence, c'est ce que nous appelons un référentiel hétérocentré. Et nous savons maintenant que ces différents modes d'appréhension de l'espace n'impliquent pas les mêmes réseaux dans notre cerveau. Par exemple, nous créons un palais virtuel, supposez cette salle ici, nous mettons deux poubelles dans le palais, et je vous demande de faire l'expérience. Je vais vous demander laquelle est la plus proche de vous. C'est une tâche égocentrée de relation avec votre corps. Je peux aussi vous demander laquelle est la plus proche de la balle, mais je peux vous demander aussi laquelle est la plus proche de la plus grande aile du palais. Et si vous êtes dans l'IRM et que je vous montre une toute petite partie du palais, vous devez reconstruire l'ensemble comme si je vous demande est-ce que cet écran est parallèle à l'avenue des Champs-Élysées ? Vous avez dû changer d'espace et dans le cerveau, la tâche laquelle est la plus proche de vous active un réseau qui d'ailleurs est aussi activé dans certaines maladies comme la négligence spatiale. Et la tâche de reconstruction de l'espace implique des structures comme l'hippocampe. Je vous rappelle que le prix Nobel de physiologie et médecine a été donné l'an dernier au cortex entorhinal et hippocampe qui code l'espace, et à une structure très intéressante du cerveau qui est le cortex rétrosplénial, qui fait des changements de coordonnées. Et nous avons maintenant la possibilité d'aller dans le cerveau, regarder ce qui se passe chez des patients. Ça a été fait, encore une fois, à Grenoble, où on voit que, quand je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que cet écran... C'est pas moi, hein, c'est le... Est-ce que cet écran est parallèle à l'avenue des Champs-Élysées ? Il y a une activité dans le hippocampe qui correspond à ces transformations. Nous avons aussi des données nouvelles
plus industrielle, je dirais, plus appliquée, sur le fait que dans les GPS, vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, quand vous conduisez la voiture en égocentré et que vous regardez une carte, vous devez passer de l'un à l'autre, eh bien, les constructeurs de GPS ont découvert qu'il suffisait de montrer en oblique et sans le savoir, ils ont découvert que vraisemblablement nous encodons à ce moment-là la ville dans les deux réseaux, ce qui permet ensuite de traiter ces choses de façon très, très efficace. Et puis il y a un dernier domaine sur lequel je passe très vite parce que nous savons très peu de choses, c'est ce que j'appelle le problème du grand magasin. Quand nous allons au BHV, que nous montons dans les étages, nous essayons de ressortir, nous sommes complètement perdus, c'est vrai aussi à la maison de la radio, c'est-à-dire comment le cerveau passe-t-il d'un codage 2D à un codage 3D dans ce cas-là. Et nous avons déjà fait des expériences en faisant naviguer des sujets dans des espaces tubulaires, comme dans le métro, si vous voulez, en leur demandant de reconstruire la structure tridimensionnelle. Cette expérience a d'ailleurs été faite dans la Station spatiale internationale par Claudie Aigneret. Et une des hypothèses là, c'est que nous utilisons, encore une fois, la gravité, sans doute, comme référentiel. Et je termine en vous montrant ce dernier travail qui est encore en cours, qui vient d'être publié, mais qui est en cours avec l'EDF, sur la circulation dans les centrales nucléaires, car là aussi on se perd. Et nous élaborons là des paradigmes pour essayer de voir la différence entre les stratégies de codage dans les plans horizontaux ou en vertical, pour essayer de comprendre s'il y a effectivement un privilège du codage horizontal. Et je montre cette dernière diapo pour vous montrer que tout cela n'est qu'une partie, bien sûr, d'une histoire extraordinaire. C'est la maison commune des Miranas, décrite par Karadimas, qui nous a quittés malheureusement. La maison commune des Miranas, elle est codée, l'entrée est codée sur le schéma d'un couple, avec l'entrée qui est en fait explicitement un vagin. L'architecture est une architecture qui est orientée par rapport à la géographie du lieu, les rivières et les montagnes, et l'ensemble de l'architecture est-elle orientée par rapport à la cosmologie. Un très bel exemple de multiplicité des espaces et à quel point nous avons encore beaucoup à faire pour essayer de comprendre. Merci beaucoup.